Bonjour. Continuons notre cours de connaissance du chien. L'homme et le chien, comment cela a-t-il commencé? Ce que nous dit la paléontologie. La socialisation, c'est quoi? Ça commence quand? La faute à la socialisation. Comme annoncé, nous nous posons désormais la question suivante. Mais pourquoi le louveteau élevé à la mamelle humaine, ou même au biberon, passé un premier temps d'absolue confiance en ses parents d'adoption, retourne inévitablement, irréversiblement, à sa nature et sa défiance naturelle? Les spécialistes avancent deux explications que je vous propose d'envisager ensemble. La première fait appel à une différence très intéressante observée dans le processus de développement du loup et celui du chien. Il s'agit de ce que l'on appelle la période de socialisation. De quoi s'agit-il? On observe chez tous les mammifères, vous le savez bien sûr, une période située au début de la vie, bien identifiée, et dite de socialisation. La caractéristique du début de cette période est l'intérêt manifesté par le mammifère pour toute nouveauté. Dit autrement, pendant cette période, tout ce qui est nouveau suscite l'intérêt et provoque l'éveil. Puis plus tard, une fenêtre semble se fermer, plus ou moins brutalement, et la même nouveauté suscite désormais la peur, et déclenche le réflexe de fuite ou l'agression, quand la fuite est ressentie comme impossible. Revenons à nos chiots et autres louveteaux. La période de socialisation est donc le moment propice pour graver dans le cerveau de l'individu les éléments qui marqueront de manière strictement indélébile son comportement futur et sa personnalité. Au cours de cette période, montrez-lui des chats, ou des humains, des télévisions, et toute sa vie il aimera chats, humains, télévision ou ce que vous voudrez. Avec un corollaire, ce qu'il n'a pas vu pendant cette période aura tendance à l'effrayer pour le restant de ses jours, qu'il s'agisse de chats, d'humains ou de télévision ou de ce que vous voudrez. Bien entendu, nous dit-on, l'effroi n'est pas définitif, mais le vaincre sera beaucoup plus délicat et prendra beaucoup plus de temps. On se rapprochera des résultats obtenus par apprivoisement décrits ci-dessus. Tout cela est si vrai qu'un animal qui se trouverait privé pendant cette période de stimuli sensoriels nombreux et variés se révélerait après cette période incapable d'une vie normale, littéralement effrayé par tout ce qui l'entoure, ne s'y habituant jamais. Cela se rencontre parfois chez les animaux d'élevage, gardés en milieu confiné, ayant peu ou pas de contact avec l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle de manière familière le syndrome d'élevage, ou, de façon plus scientifique, le syndrome de privation sensorielle. De tels animaux se caractérisent par une forme de débilité mentale qui les rend définitivement impropres à la vie dans une famille. À noter que les éleveurs de tels chiens ne sont qu'en partie responsables de tels errements. Le vétérinaire leur a si souvent répété que la maternité et plus tard les locaux réservés aux juvéniles devaient être aussi isolés que possible jusqu'à la fin de la période de vaccination pour éviter tout risque de quelque contagion, qu'ils ont appliqué au pied de la lettre ces recommandations. Le problème est que les vaccinations sont réputées acquises que largement après 12 semaines. Il est alors trop tard, beaucoup trop tard, pour le développement normal du cerveau de l'animal. Voilà pourquoi, désormais, certains vétérinaires recommandent maintenant de faire découvrir le monde aux chiots le plus tôt possible, le risque d'une contagion éventuelle étant tout compte fait bien moindre que celui d'un développement atrophié du cerveau. Maintenant, concernant cette fameuse socialisation, que nous disent les spécialistes? Que la période de socialisation chez le chien commence à 3 semaines pour se prolonger jusqu'à 5 à 12 semaines, certains auteurs prolongeant jusqu'à 16 semaines. Mais chez le loup, tout va beaucoup plus vite. Le louveteau ouvre les yeux, comme le chiot à 19 jours, mais ferme son regard sur l'avenir et sa phase de socialisation à 3 semaines. Vous l'avez deviné, une fenêtre beaucoup trop brève pour vous y permettre aucun projet sérieux. Le louveteau vous aura pris naturellement en grippe avant même que vous n'ayez eu le temps de vous offrir à son regard. Et voilà pourquoi, madame, notre Tati Cro-Magnon n'a pas pu garder son petit loup. La socialisation, si on en parlait.
Je ne sais pas quel est votre avis, mais je vous le dis tout net, ces explications, pour brillantes qu'elles puissent paraître a priori, me laissent plutôt perplexe. Premier souci. Que se passe-t-il si le louveteau a été offert non pas après, mais avant qu'il ait atteint l'âge de 3 semaines? Il n'aurait pas survécu, mis si jeune, à une alimentation au lait humain, me répondra-t-on. Question, qui peut le dire? Qui en a fait l'expérience? Et puisque nous en sommes aux questions, celle-ci. On nous dit que chez les enfants du loup, la socialisation, qui ne dure donc, vous l'aurez calculé, qu'une semaine, se termine à la 3e semaine. Soit, messieurs les spécialistes, mais seulement un point de détail. Comment le savez-vous? La seule manière scientifique de le savoir est d'avoir observé un très grand nombre de loups dans leur milieu naturel et sans perturbation, c'est-à-dire en notre absence. Le seul fait de notre présence étant de nature à perturber et donc à modifier plus ou moins gravement le comportement des animaux. Les ethnologues, quand ils sont honnêtes, le disent, si nous pouvons observer une population humaine primitive, c'est qu'elle est déjà un peu pourrie. Alors, comment ce qui est vrai pour l'observation d'individus de notre espèce ne le serait-il pas multiplié par 100, par 1000, pour des sujets d'autres espèces? Si vous venez m'affirmer que la période de socialisation du louveteau commence ou finit à tant de jours, si vous ne me dites pas clairement et en même temps comment vous avez obtenu cette information, je ferai peut-être mine de vous croire. Mais, et c'est le moins que l'on puisse dire, vous ne m'aurez en réalité persuadé de rien. D'autant plus que mes expériences personnelles d'élevage ne viennent pas corroborer ces informations, loin s'en faut. Commençons par les loups. C'est vrai, je n'en ai jamais élevé personnellement, mais un de mes amis proches a élevé au sein de sa famille une louve, qui n'a pas du tout pris la fuite à 3 semaines, mais s'est au contraire montré un très gentil loup de compagnie, y compris avec les étrangers, pendant une période assez longue, la situation ne venant à se dégrader que pour devenir rapidement insupportable qu'au moment de la puberté, de la louve bien entendu. Par ailleurs, oserais-je le dire, je n'ai pas élevé des loups, mais des chiens. Et même plus que je puisse m'en souvenir. Eh bien, de toutes ces portées élevées les unes après les autres, et malgré tous mes efforts à les détecter, non, je n'ai jamais, jamais observé ni la fin, ni même le début de quelque période de socialisation que ce soit. Les chiots, pratiquement dès leur naissance et bien avant d'ouvrir les yeux, manifestent un intérêt pour leur environnement, et notamment pour l'éleveur. Enfin, je n'ai jamais observé chez aucun chiot, à quelque date que ce soit, de phénomène de fermeture, ni les symptômes d'une quelconque période de post-socialisation. Je suis donc assez sceptique en ce qui concerne une fin de période de socialisation. Je pense que ce souci de déterminer une fin vient d'une comparaison avec ce que l'on appelle la période d'imprégnation, si importante par exemple chez les oiseaux. Mais pour les mammifères, j'ai le sentiment qu'une socialisation bien conduite développe la capacité de l'animal à prolonger cette socialisation au-delà de la période convenue et jusqu'à assez tard dans sa vie. Je n'en donnerai pour preuve que le grand nombre de chiens auxquels j'ai appris, même à un âge avancé, et alors qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'un contact préalable avec cette espèce, de devenir d'authentiques familiers, non seulement de mes chevaux personnels, mais de l'espèce cheval en général. En revanche, que dès son plus jeune âge, le jeune animal doive être largement initié et se voir offrir autant de stimuli qu'il est possible, ne souffre aucun doute. Et que par ailleurs la période de socialisation soit plus courte chez le loup n'a rien d'étonnant. Il y va sans doute de la survie même de l'espèce. Quel serait l'avenir d'un louveteau qui viendrait à se montrer trop curieux? De mauvaises rencontres, voilà sans doute son destin le plus probable. Mais laissons pour le moment cette question, qui n'a finalement que l'intérêt que l'on voudra lui donner, nous réservant d'y revenir plus tard. Importance de la période périnatale. À mon avis, la vraie difficulté tient au fait qu'au moment de sa naissance, le jeune a passé la totalité de son existence au contact étroit et exclusif de sa mère. Il faut se faire à cette idée. Le cerveau, cette extraordinaire machine, est déjà largement formaté au cours de la période périnatale, avant et juste après la naissance. Si votre mère est une louve,
vous naîtrez avant tout loup, très largement imprégné de sa vision du monde, donc de ses goûts, mais plus encore de ses phobies et de ses peurs. Cette imprégnation l'emporte, nous le constatons, très largement sur tout autre qui pourra se produire ensuite, et compte peut-être autant ou plus que le patrimoine génétique hérité. J'ai souvent pensé que la seule manière efficace d'obtenir des loups de compagnie serait d'implanter chez une chienne de très jeunes fœtus de loups. Mais je n'insisterai pas plus car je ne voudrais pas donner de mauvaises idées à personne. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette méthode, pour susceptible de bien fonctionner qu'elle soit, était hors de portée de nos ancêtres, et que la domestication du chien ne s'est donc pas produite de cette façon. Mais alors, que s'est-il passé ? Relations interspécifiques entre prédateurs. Que nos ancêtres aient été tentés d'apprivoiser des loups est à mon avis d'autant plus invraisemblable qu'a priori, les sentiments des premiers à l'égard des seconds devaient tenir naturellement beaucoup plus de la méfiance, voire de l'hostilité, que de quoi que ce soit d'autre. C'est que les deux espèces devaient bien se connaître, en concurrence frontale sur les mêmes niches écologiques. On chassait les mêmes espèces, souvent de la même façon. Nous y reviendrons. Mais les deux espèces ont aussi partagé un autre mode d'alimentation, et tant pis pour nos imaginaires délicats. Le charognage. Le charognage passif. On récupère les restes laissés par un autre prédateur repu. Le charognage actif. On laisse un autre prédateur se charger du travail de chasse et de mise à mort, et on intervient après ce moment, en nombre et en force, pour effrayer le prédateur et lui voler le fruit de ses efforts. Avant Cro-Magnon, Néandertal, nous le savons de manière certaine, faisait déjà cela. N'en doutons pas, ancêtres de Cro-Magnon et meutes de loups se sont affrontés, les uns et les autres affamés, autour de cadavres. Et les empoignades ont dû être sévères. L'une des espèces a-t-elle été le charognard actif de l'autre ? Dit autrement, des hommes ont-ils écarté des loups du butin qu'ils venaient de se procurer ? Des loups ont-ils volé la nourriture que des hommes venaient de chasser ? Ce qui est sûr en tout cas, et les paléontologues l'ont prouvé, c'est que nos ancêtres chasseurs avaient à protéger les prises qu'ils venaient de faire de l'agression de tous les autres prédateurs en maraude dans le voisinage. Les loups n'étant pas les moins dangereux, non parce qu'ils étaient les plus forts, mais parce qu'ils chassaient en bande. Premier contact. Pour autant, les rapports ont-ils été seulement conflictuels ? En réalité, on le sait, les grands prédateurs acceptent plus ou moins, ou de plus ou moins bon gré, que d'autres espèces vivent plus ou moins à leurs dépens, plus ou moins dans leur voisinage. De telles relations ont-elles pu exister entre meutes de loups et hordes humaines ? Nous avons dit que les uns et les autres étaient adaptés aux mêmes niches écologiques, mais ce n'est pas complètement vrai. Aucune des deux espèces ne peut vivre que de viande, fraîche ou non. Mais l'estomac du chien lui permet l'assimilation de viandes avariées, qui entraîneraient la mort pour l'homme. Plantes, fruits, l'homme les cueille, ce que ne peut pas faire le loup, qui pour se les procurer dévore sans vergogne panse, estomac, tripes des herbivores du festin. On le voit, sur une même carcasse, on peut à la rigueur trouver à plus ou moins contenter tout le monde. Des chasseurs-cueilleurs ont-ils ainsi subi ou toléré la présence de loups charognards ? C'est bien possible, ne serait-ce que parce qu'à tout prendre, ils y trouvaient peut-être aussi un certain intérêt. Un groupe de chasseurs vient d'abattre une proie. Ils sont heureux, il y aura de la viande pour toute la tribu. Mais rien n'est gagné. La mise à mort ne s'est pas faite sans bruit, et il faut désormais prendre garde à tout ce qu'il y a d'affamé qui rôde dans les environs. Vite, il faut mettre la viande à l'abri de toutes ces menaces. Les premiers sur les rangs, ce sont les loups. Mais la tribu les tolère, pourvu que ceux-ci restent à distance raisonnable. Ce que les loups font en effet, car ils le savent, on leur laissera les morceaux qui sont pour eux de premier choix, panse et autres tripes. Ils le savent tellement bien qu'ils sont prêts, jusqu'à un certain point en tout cas, à défendre les humains contre tous les autres intrus.
Et s'ils ne peuvent défendre, le rapport de force ne leur étant pas favorable, ils peuvent en tout cas prévenir, ce qu'ils feront d'autant plus naturellement qu'ils exprimeront en réalité leur fort désappointement à se voir voler ce qu'on allait leur laisser. Les chasseurs tolèrent d'autant mieux ces loups commensaux qu'ils leur trouvent d'autres utilités. La viande mise à l'abri, d'une manière ou d'une autre, on la consommera. Mais il y a la question des restes. Bien entendu, les chasseurs sont nomades, mais ils ne nomadisent pas en permanence. Au contraire, ils nomadisent, on le sait aujourd'hui, à l'intérieur d'un territoire nettement délimité, allant de camps de base à d'autres camps de base, mais toujours les mêmes et demeurant dans chacun d'eux des périodes plus ou moins longues. Mais stationner dans un camp de base aussi longtemps que les ressources environnantes n'ont pas été exploitées par les épouses cueilleuses nécessite d'y faire le ménage bien régulièrement. Des restes d'animaux dans les environs présentent bien des inconvénients, et notamment celui d'attirer de grands prédateurs indésirables. Enterrer les restes, c'est certes possible, mais quelle corvée! Les nettoyer jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Rien qui puisse encore aiguiser quelque appétit que ce soit. Voilà un rôle tout prêt pour nos loups. Mais cette histoire est-elle seulement imaginaire? Ou peut-elle être corroborée par les observations des paléontologues? Nous nous réservons de répondre à cette question dans un prochain entretien. À très bientôt donc, et merci pour votre attention.